Elle a tutoyé l'enfer. Tout commence par la séparation, puis la disparition de ses parents. Rebecca est encore toute petite au moment des faits. Sa vie bascule. Elle devient alors une enfant esclave, maltraitée puis abusée au sein de son entourage. Orpheline, elle vit dans une souffrance permanente, ayant pour seul compagnon la tristesse. Mais un beau jour, la lumière finit par jaillir sur son visage. Rebecca est dotée d'un physique gracieux, et c'est bien vrai, ce qui la conduit dans des maisons de haute couture à Paris. C'est sa rencontre avec le célèbre couturier Yves Saint-Laurent qui va changer le cours de sa vie. Première top modèle africaine de l'histoire, elle devient l'égérie de cette grande marque. Propulsée sur le devant de la scène, elle mène une vie de star, strass et paillettes. Mais l'envers du décor est peu reluisant. Rebecca sombre à nouveau. Femme battante et résiliente, elle se relève encore toujours plus forte. Rebecca Ayoko décide alors de raconter son histoire dans son livre autobiographique intitulé « Quand les étoiles deviennent noires ». Merci beaucoup Rebecca d'avoir accepté notre invitation. C'est avec une grande joie, oui, absolument une grande joie d'être là. Alors, et merci. Comment allez-vous ? Je vais bien, par la grâce, je vais bien, oui. Alors je vous pose cette question parce que votre vie n'a pas toujours été aussi simple. Oui. Vous avez connu des moments extrêmement difficiles. Oui. Comment vous décririez, juste en un mot, votre existence ici sur Terre ? Mon existence sur cette terre, oui, question costaud là. Tout simplement, on est né sans demander de venir sur cette terre. Je suis né un beau jour au Ghana. Au Ghana, c'était le soir, c'était la nuit, en pleine lune. Et ensuite, ma vie a basculé beaucoup plus tard. Mon enfance s'est très bien passée, mes deux parents ensemble, et ça s'est très bien passé. C'est une fois que mes deux parents se sont séparés, et là, les ennuis ont commencé. Oui, à partir de là. Mais si vous deviez résumer, mais vraiment en un mot, mettre un mot sur votre existence, vous diriez quoi ? Je dirais, mon existence est riche et pauvre à la fois, et une histoire. Ma vie est une histoire très forte. C'est pas parce que c'est moi, c'est moi-même quand je fais recul en arrière, que je fais comeback, que je vois mon histoire, je me dis c'est pas possible. Et une espèce de tempête non-stop, mais je suis conduit par un esprit, oui, pour y arriver au bord. Oui, je dirais tout simplement, mon histoire est très forte, très mouvementée, très mouvementée. Est-ce que vous avez vécu l'enfer ? Ah oui, je la connais, l'enfer. J'ai vécu absolument l'enfer. L'enfer, je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne. Le haut et le bas. D'abord le bas, et ensuite le haut, et ensuite le bas. Et donc après, avec tout doucement une lumière, je remonte. Parce que quand on descend dans le profondeur des ténèbres, on a besoin de remonter. On a besoin de remonter s'il n'y a pas la lumière qui vous guide comme tout doucement à remonter les marches, vous retombez. Donc vous êtes guidé, j'ai été guidé, je suis guidé par cette lumière qui me fait remonter tout doucement. Alors vous avez vécu plus de haut ou plus de bas ? Dans la balance, je dirais les deux se vaut. Les deux se vaut. C'est incroyable, hein, ma vie à moi. Les deux se vaut. Il y a le bas et ensuite il y a le haut. Mais un espèce de toboggan qui fait ça avec... ma vie, elle fait ça souvent. Elle fait ça souvent. Mais là, je suis en train de remonter, c'est-à-dire que la lumière, le positif commence à se peser. Et donc, le côté négatif descend. Elle est là, le côté négatif. Mais tout simplement,
je la mets de côté, je la refuse, je la mets de côté parce que pour avancer, il faut pardonner. Il faut pardonner à beaucoup de choses et accepter. On dit accepter ce qui vous arrive, c'est pour mieux remonter. Voilà ce que mon travail sur moi-même, c'est accepter et me relever, mais très fort, 2 fois plus. Oui. Alors, Rebecca, tout part de votre enfance, enfin, du moins, tout a basculé, j'ai envie de dire, après la disparition de vos parents. Oui, oui. Ma mère, en premier mon père, et ensuite ma mère. Et là, tout a basculé. Vous savez, quand je suis orphelin. Quand on est orphelin, il n'y a plus le côté protection, il n'y a plus papa. Ça a commencé, papa n'est plus là. Et ensuite, la dernière personne en qui je tenais le plus au monde s'en va aussi. Donc, à partir de là, vous vous retrouvez complètement abandonné, livré à vous-même et sans repère. Et donc, vous pensez que si vos parents étaient encore en vie, vous n'auriez pas vécu tout ce que vous avez vécu ? Un peu moins, parce que dans l'histoire, ce qu'il y a la pauvreté, je n'en veux pas à mes parents d'avoir été pauvres, surtout ma mère. Quand les deux étaient ensemble, on mangeait en nos faim. Mais une fois que ma mère avait quitté mon père, et là, à partir de là, on ne mangeait plus. Je ne mangeais plus à mon faim. On mangeait, mais le ventre vide. Je dormais le ventre vide. Ah oui. Donc, je dirais oui. Le fait que j'ai eu ma mère, mais la pauvreté, dans la balance, la pauvreté négative, le côté négatif. Le côté positif, c'est après, quand j'ai été élue, parce que Dieu m'a donné quelque chose, je le remercie infiniment. C'est mon visage et c'est mon corps et c'est moi. Alors, donc, vous dites que vous avez été élue Miss Côte d'Ivoire. Oui. On en parlera un peu plus tard, peut-être. Alors, il y a un autre fait qui a marqué votre enfance, oui. Le viol. Ah oui, le viol, ça c'est la chose la plus horrible. Parce que je faisais confiance. Après la disparition de ma mère, j'étais chez une dame pour laquelle je travaillais. Je travaillais pour elle, pour pouvoir vivre, dormir et manger. Et c'est elle qui m'a offerte à son mari. Et donc, elle me tenait pendant que lui m'a violée. Et là, par la suite, je suis tombée enceinte dans le viol. Vous aviez quel âge ? Oui, j'avais 13 ans. J'étais précoce. 13 ans. Oui, 13 ans. Et l'enfant est né quand j'avais dans les 14 ans. Juste avant l'anniversaire de 14 ans, ma fille. Elle est née handicapée. Dans le viol. Dans le viol. Oui. Bon, déjà, on va commencer par savoir comment vous avez accueilli cette grossesse, comment vous l'avez vécue. Est-ce que vous l'avez acceptée ? Ah ben, je l'ai rejetée tout le long. J'ai rejeté cette grossesse tout le long. Je voulais absolument... J'avais une amie qui me disait, j'ai tout fait pour pouvoir avorter, hein, oui. Mais j'ai pas réussi. L'enfant s'était accroché, elle a tenu bon, elle est très forte de caractère. Ah oui, elle voulait vivre absolument, donc je l'ai accouchée. Et elle m'a dit au dernier moment, quand tu sentiras que la tête arrive, eh ben, tu fermeras les jambes et comme ça tu l'étouffes. Eh ben, le jour de l'accouchement, j'ai pas pu que ça sorte tout ce que je demandais, tellement il y avait la douleur, tellement ça me faisait mal, oui. Donc elle s'est accrochée à la vie, cette Elle s'est accrochée à la vie, elle est née prématurée et handicapée, vous dites, à cause de ce que vous avez, fait subir. Oui, parce que j'ai pris beaucoup des médicaments, j'ai pris beaucoup des choses pour pouvoir l'éliminer, mais la vie est plus forte que la mort. La vie qu'elle avait à l'intérieur d'elle est plus forte que la mort en ce moment-là. Voilà, donc, et du coup, une fois qu'elle est née, quelle a été votre relation avec elle ? Je le laissais de gauche et à droite, je le laissais la nuit et j'allais travailler à l'époque dans une boîte de nuit en Côte d'Ivoire qu'on appelait le Moulin Rouge.
parce qu'il faut la nourrir, hein, il faut payer le loyer. Et je l'ai laissée toute seule, bébé, toute seule la nuit. Et les voisins se plaignaient parce qu'elle pleurait toute la nuit. Mais je n'avais pas le choix. Et plus tard, pour continuer à travailler, je l'ai donné à une dame, une connaissance comme ça, dans la cour, là où j'habitais, et qui est partie avec elle. Alors Rebecca, on voit bien que la souffrance est permanente dans votre quotidien. Est-ce que vous avez connu des moments de bonheur également? Le moment de bonheur, c'est en premier, quand j'avais été élue Miss Côte d'Ivoire, et ensuite... quand je suis venue en France pour démarrer ma carrière de mannequin, j'ai une vie, mon histoire un peu comme Cosette, Les Misérables. Donc dans le bas fond, tout doucement, ça a commencé à remonter et j'ai été élue par Yves Saint-Laurent. Il m'a sélectionné, je dirais plutôt. Et donc, c'est votre rencontre avec ce grand couturier, Yves Saint-Laurent, qui a apporté de la lumière dans votre existence. Oui. Parlez-nous un peu de cette rencontre. C'était le plus beau jour de ma vie. Dans ma vie de ténèbres, c'était le début de la lumière de ma carrière qui a commencé avec lui. Il m'aimait et il m'a apporté de l'amour. Vous savez, l'amour, c'est très important. Un enfant... Une personne, quand vous lui montrez, vous lui manifestez l'amour, il vous donne, l'amour se reflète sur le visage et ça fait briller et vous apaisez la personne. L'amour rend beau, l'amour rend belle. Et Saint-Laurent m'aimait, ce grand homme m'aimait et vraiment... Et c'est lui qui m'a fait, je dirais tout simplement. Mais comment il vous a découvert ? Par de casting. Oui, j'étais dans une agence, à l'époque on appelait Glamour, qui était la plus grande agence de Paris. Mais avant d'arriver à cette agence-là, on m'a croisé une personne sur les Champs-Élysées qui m'a dit « Vous êtes mannequin ?» Je dis « Oui ». Et puis il me dit « Dans quelle agence ?» Je dis « Non, j'ai pas encore d'agence parce que j'étais dans une agence qui s'appelait Simone à l'époque, mais que le mari faisait des films X. Donc, quand j'ai su, je n'osais plus dire que j'étais dans cette agence-là. Enfin bref, c'est eux qui m'ont recommandé. Ils ont appelé tout de suite l'agence mannequin. Et là, je me suis présentée. Voilà, ils m'ont booké. Et donc, à partir de là, je faisais des castings. Je commençais d'abord les photos. Elle Magazine, j'en ai fait pas mal. Et j'en ai fait pas mal. J'ai commencé tant que mannequin photo. J'étais en shooting tout le temps et avant de passer au défilé. Et là, quand je suis rentrée, tout a démarré quand je suis rentrée chez Saint-Laurent. Mais juste avant Saint-Laurent, Ted Lapidus, le père, et ensuite Givenchy. Hubert de Givenchy. Je suis restée 1 année et demie et après Saint-Laurent. Là, c'était au sommet. Mais je suis une femme battante. Oui. Je suis une battante. Quand j'ai commencé, d'abord quand j'ai eu le premier la haute couture, pas Pierre Balmain. Pierre Balmain, c'était après. Ted Lapidus, je voulais plus. Et ensuite, je suis arrivée à Givenchy, je voulais plus. Je voulais tout le temps plus. J'avais une rage. Il y avait quelque chose à moi plus, je les ai tous faits. Je les ai tous Mais faits. c'est avec Yves Saint-Laurent que le lien était vraiment fort. Et vous appréciez particulièrement, donc vous devenez sa muse, donc il s'inspire de vous pour faire ses créations. Oui. Alors qu'est-ce qui faisait la différence entre vous et ces autres mannequins ? L'amour. Parce que quand on devient favori, vous êtes soyeux, tout passe par vous, vous êtes le premier à être servi. Donc j'étais tout le temps au studio. Là où il créait, souvent on dit cabine, c'est pas cabine, c'est marqué sur la porte studio. Là où le maître est, l'esprit, là où toute l'inspiration vient, c'est marqué studio. Donc, j'étais tout le temps au studio, j'étais appelée tout le temps, et donc tout le monde savait qu'il m'aimait. Et plus
plus m'aimait et plus j'avais cette force d'être... Le fait d'être aimée par lui me rendait 2 fois plus forte, quoi. Confiance. Or qu'avant, je n'avais pas confiance en moi. Quand vous avez été un enfant battu, esclave et tout, vous perdez la confiance en vous totalement. Effectivement, mais du coup, cette préférence de Yves Saint-Laurent pour vous a dû certainement créer aussi de la jalousie parmi vos collègues. Oui. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas parce que quand on est rassuré par l'amour, vous aimez tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et ça devient... Alors, c'est là où, tout d'un coup, la vie vous met une petite claque des jalousies. Les personnes que vous aimez, que vous avez fait rentrer dans la maison, parce que pour être en même temps là où je suis, eh bien, j'ai été trahi par ma meilleure amie, tout simplement, j'ai été trahi. Mais il fallait passer par là, je me dis, mon destin, il fallait que j'apprenne à savoir que la vie n'est pas toujours rose. Parce que quand vous avez les parents vous disent « Faites attention à un tel, faites attention à un tel ». On vous éduque pour certaines choses et moi, je n'ai pas eu ça. Donc, la vie m'a éduquée. La vie m'a éduquée au fur et à mesure. Donc, voilà. Alors, Rebecca, vous devenez donc la première femme africaine à avoir intégré une maison haute couture Yves Saint-Laurent. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait, en fait, cette position? Comment vous l'avez vécue? Je l'ai vécu comme... à l'époque, pour moi, ça ne représentait pas aussi quelque chose d'importance. C'est que les gens c'est les gens qui vous disent oh, mais vous êtes la première. Est-ce que vous savez que vous êtes la première? Parce qu'ils vont regarder dans les archives, ils vont regarder dans l'histoire. Et c'est dit, oui, il y a eu un tel, il y a eu un tel, mais pas la couture, le prêt-à-porter, mais vous êtes la première d'être rentrée. Et il y avait l'attachée de presse de chez Saint-Laurent, que tout le monde connaissait à l'époque, elle n'est plus là, que Dieu ait son âme, et qui me dit, mais réjouis-toi de ce qui t'arrive. Donc oui, je suis la première. Je suis la première, j'ai ouvert les portes. J'ai ouvert les portes, oui. Et donc ça reste dans l'histoire. Hein. Ça reste dans l'histoire. Et aujourd'hui encore, on continue à parler de vous dans les médias américains. Oui. En tant que première femme noire africaine. Oui. À avoir intégré cette maison de la haute couture. Alors, vous menez donc... Vous voyez, oui. La revanche. Exactement. Moi l'enfant des rues d'Abidjan, l'enfant pauvre qui dormait en dessous des tables, qui devient après la star de Yves Saint-Laurent, la muse, et dans tout le monde entier d'être connue. Mais je ne peux que remercier, c'est pour cela que je dis tout à l'heure que dans la balance, le mal et le bien gagne tout doucement. Vous menez donc une vie de rêve, une vie de star, de strass et de paillettes. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites « ça y est, enfin j'ai réussi la souffrance, la douleur que j'ai pu ressentir dans le passé n'est plus qu'un lointain souvenir ». Oui, je me suis dit ça un moment, je m'étais dit ça un moment, mais la vie vous rattrape. C'est là où la jalousie, on vous change vos chaussures au moment de défiler, vous avez fait vos essayages, parce que le défilé, on fait nos essayages, les chaussures, tout va avec son portant, et une autre personne vient vous changer vos chaussures, et vous vous retrouvez, mais le couturier, il n'en a rien à cirer qu'on vous a changé. Mais lui, il veut que vous défilez, même avec les chaussures serrées. Vous apprenez, la vie, vous apprenez, donc la jalousie, voilà. Donc, vous vous adaptez aussi. Hein. Et donc, finalement, les problèmes sont là. Oui. Ils ne quittent pas. Oui. Et vous allez vivre une descente aux enfers. Oui. Je m'explique. Donc, vous avez dormi dans les plus grands hôtels, vous avez signé de gros contrats, mais vous finissez par vous retrouver au Resto du Cœur. Comment vous expliquez ça? Ah oui, c'est l'envers du décor. C'est l'envers du décor. C'est du jour au lendemain.
vous êtes en haut de l'affiche, tout le monde parle de vous, vous êtes connu, on vous voit sur toutes les chaînes pendant les saisons des collections et du jour au lendemain. C'est une espèce de... C'est comme d'être sur une scène de théâtre et au fur et à mesure, vous avez les lumières qui se teignent au fur et à mesure et vous vous retrouvez dans le noir, vous vous retrouvez dans la cave complètement et là, vous mordez le sol, vous mordez la poussière, oui. Mais est-ce que quelque part, vous n'aviez pas aussi mal géré votre carrière? Ah mais absolument, absolument. Encore, question d'éducation. Oui. On ne m'a pas appris. On ne m'a pas appris qu'il fallait sauvegarder et qu'il fallait faire attention. J'étais livrée à moi-même. J'étais toute seule. Et donc, ma meilleure amie, ses parents, je les considérais comme si c'était mes propres parents. Mais personne ne m'avait prévenu. J'étais mal entourée. J'étais mal entourée et alors donc on vous entraîne dans les soirées où il se passe des choses et des vices. On vous entraîne dans les vices, oui. Ah oui. Donc Rebecca, on peut dire que le malheur, la tristesse et les épreuves n'ont pas su ternir votre beauté. Est-ce que vous en êtes consciente? C'est la grâce, c'est par la grâce, je dirais. Oui, j'y crois très fort. Et je remercie parce que j'aurais pu mal basculer. Il fut un moment, j'étais vous savez, entre les deux bords comme ça, où je bascule de l'autre côté, où je bascule de l'autre côté. Mais par la force, je bascule. Par la force divine, vous arrivez à maintenir l'équilibre? Par la force divine, qui m'éclaire dans la lumière qui m'éclaire, que je reçois, qui me parle. C'est quelque chose qu'on reçoit à l'intérieur qui est inexplicable. Et quelque part aussi, vous incarnez la résilience. Hein. Oui, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tant qu'on est debout, il y a de l'espoir. Voilà, il faut choisir, il faut se battre. Non-stop, il faut se battre. Par exemple, les filles qui arrivent, si j'ai un conseil à leur donner, bien sûr, leur peau en premier, la beauté, boire beaucoup d'eau, ne pas fumer, ne ceci et cela. Il y a des conseils, bon, moi, un peu. Mais sa capitale est très important et respecter le couturier et mettre en valeur ce qu'on vous donne à porter. Mettre en valeur, il faut vendre ce qui est beau parce que les couturiers, ils regardent. Tel mannequin a porté telle chose. S'il voit que ça a été accepté, applaudi et reproduit, bien vendu, l'année suivante, il vous rebook. Mais il y a des mannequins qui tuent les vêtements. Je suis désolée. C'est-à-dire, elles n'arrivent pas. Il faut que les vêtements et vous faites qu'un seul. Et en ce moment-là, vous le mettez en valeur. Et les couturiers, ils adorent ça quand on respecte leur travail. Parce que ça fait... ils mettent du temps pour la création. Ils arrivent à créer, mais quand ils créent, ils sont dans leur nuage. Et c'est pas facile de faire une collection. Donc, il faut respecter ça, voilà. Alors, il y a une chose que vous avez dite, très importante. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui. Et vous, dans vos moments les plus sombres, vous avez pensé plusieurs fois au suicide, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Oui. Oui, il m'est arrivé, je me suis dit, ben, si c'est pour en arriver là, est devenu moins que rien, pourquoi vivre? Et je voulais me balancer, j'étais sur le pont, je voulais me balancer dans la Seine, je me souviendrai ce jour-là jusqu'à mon dernier jour, et il y a une voix qui me dit non, tu ne vas pas te balancer, c'est pas ton heure. Et là j'ai reculé, j'étais comme ça, et après j'ai fait ça. Et je suis restée comme ça un petit moment et après je suis rentrée chez moi, là où j'habitais. Mais oui, et là, sur le chemin, je priais. Sur le chemin, je priais jusqu'à chez moi. Une espèce de merci de m'avoir sauvée.
Est-ce qu'on peut dire finalement que votre histoire ne vous a pas détruite, mais bien au contraire, elle vous a rendue forte? Exactement, vous avez trouvé le mot juste. Vous avez trouvé le mot juste, oui. Je suis là, je suis debout et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. C'est comme ça. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime l'humanité, mais ce monde, cette vie ne nous fait pas de cadeaux. Ne nous fait pas de cadeaux, donc il faut tout le temps se battre, mais avec de l'amour. Moi, c'est l'amour qui me fait tenir, qui me donne de me lever tous les jours, de me coucher. Donc, j'avance avec l'amour et je veux partager cet amour-là, aider les autres dans ma possibilité, bien sûr. Alors Rebecca, vous racontez votre histoire dans votre livre autobiographique intitulé « Quand les étoiles deviennent noires ». Oui. C'est bientôt la fin de l'émission. Rapidement, un petit mot dessus. Ah oui, quand les étoiles deviennent noires, c'est mon histoire de ma naissance jusqu'à la rencontre de Saint-Laurent et aux descentes aux enfers. Mon histoire est très riche. C'est pas parce que c'est moi, mais je reçois beaucoup de messages. Vous imaginez pas. Il y a des gens, quand ils l'ont lu, qui ont pleuré. Il y en a qui ont terminé. Ils l'ont lu du soir jusqu'au petit matin, qui m'ont appelé pour me féliciter et que je leur donne une leçon de vie. Et je le reçois bien. Je m'attendais pas, parce qu'il fallait que je le dise pour mieux. Et vous avez quelque chose en vous, quand ça ne va pas, vous le nourrissez, c'est une espèce de cancer qui vous nourrit. Mais quand vous le sortez comme ça, je donne au public ma vie, je vous balance ma vie, je n'en peux plus, je vous balance ma vie. Et les gens, le retour me fait du bien et positif. Et donc, oui, mon histoire est forte et je vous le conseille, je conseille ceux qui n'ont pas encore lu et qui me disent des nouvelles, qui m'envoient des messages, oui. Autre chose à ajouter, Rebecca? Absolument, et parce qu'en ce moment, je aide, j'aime bien ça me plaît beaucoup, toujours dans le monde de la mode, aider les jeunes stylistes, comme cette personne qui a fait ce vêtement, elle a à peine 24 ans, et donc oui, je suis la marraine, je suis sa marraine. Merci beaucoup Rebecca pour votre présence ici. C'est la fin de ce numéro de Résilience. Nos salutations à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Lomé.